Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, Intel s'est décidé à sortir une partie de sa gamme de GPU Arc, et on a vu aujourd'hui débarquer du coup les premiers modèles de GPU Intel. On en parle, c'est parti. Alors, les GPU Intel, on les attend depuis quand même un bon moment, c'est très à la bourre, et ce lancement est un petit peu en demi-teinte lui aussi, puisque dans un premier temps, Intel ne nous fournit que des GPU pour PC de portable, et c'est vraiment pas les GPU les plus puissants, puisque au niveau de la gamme, on aura la gamme Arc 3, 5 et 7, un petit peu à l'instar de ce qui se passe sur les processeurs avec les i3, i5, i7 et i9, donc on voit ici déjà clairement qu'il n'y a pas de Arc 9, donc pour l'instant Intel ne va pas apporter de compétition sur le très haut de gamme. Et de ce qu'on entend dire, c'est qu'Intel lance dans un premier temps cette gamme pour PC portable, tout simplement parce que les plus grosses puces au niveau performance gaming ne sont pas encore vraiment à un niveau assez satisfaisant, on va dire. Et la date pour lancer ces petites puces n'a pas été choisie par hasard, puisque c'est le 30 mars. Intel avait dit qu'ils allaient lancer des GPU pour le premier trimestre, ils avaient annoncé ça aux investisseurs, donc il fallait lancer quelque chose à un moment ou à un autre au premier trimestre, et c'était un petit peu les derniers jours pour le faire, donc ils l'ont fait. Je pense qu'ils auraient très certainement préféré attendre encore un petit peu. Donc au niveau des puces en elles-mêmes, on aura bien deux puces. Alors même si ce sont les puces pour PC portable, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à apprendre par rapport aux futures puces qui vont arriver pour PC de bureau, puisqu'elles sont basées sur les mêmes puces, tout simplement. Donc on a bien deux puces différentes, on en aura une petite et une plus grosse, avec plus ou moins d'unités de calcul. C'est un petit peu ce qu'on avait entendu dire depuis un bon moment. Bon alors je ne m'attarde pas trop sur la partie spec ou technique au niveau de l'architecture en elle-même. Ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt qu'est-ce que ça va apporter côté pratico-pratique et aussi en performance en jeu. Et Intel nous a donné quelques pistes hier et quelques chiffres aussi. Par contre, au niveau des features, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'Intel, on sait déjà qu'on aura le XeSS, ça on le savait déjà, on va en reparler après, parce qu'il y a des choses un petit peu fâcheuses à ce niveau-là. On aura bien le DirectX 12 Ultimate, comme les GPU des concurrents, le XMX AI Acceleration, alors ça, c'est un petit peu les Tensor Core d'Intel, pour faire très simple. Le Media Engine, alors ça c'est un petit peu la partie la plus intéressante, je trouve, de cette architecture Xi, le PC Express 4.0, bon là, sans surprise. Très clairement, au niveau de ce premier G, au niveau GPU, au niveau des features, on est à peu près au niveau par rapport aux concurrents. Par contre, au niveau des performances, on verra, il y a encore du taf. Alors au niveau des connectiques, il y a déjà quelques petits points fâcheux. Alors déjà le HDMI, c'est du 2.0B, pourquoi pas du 2.1. Je sais qu'Intel est à la bourre, ça fait un petit peu vieillot quoi, le HDMI 2.1, ce serait quand même le minimum pour un GPU qui débarque mi-2022. Les concurrents sont déjà sur du HDMI 2.1 depuis pratiquement 2 ans, donc débarquer maintenant avec du 2.0B, bon, c'est un petit peu dommage. Alors ça concerne les puces pour PC portable, est-ce que ce sera la même chose pour les cartes pour PC de bureau? On verra bien. Au niveau des performances de ces GPU, au niveau gaming, Intel nous a fourni des graphiques, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas la folie. Au niveau de la comparaison, on compare ça à du Intel Iris Xi, donc des GPU intégrés au processeur de chez Intel. Alors on sait que même si Intel a pas mal progressé ces derniers temps là-dessus, ça reste en retrait par rapport aux APU d'AMD par exemple. Et ici, ce GPU externe, donc en plus au niveau des performances, alors c'est le A370M qui est la plus grosse puce de la petite puce, on va dire. C'est la moins castrée quoi. Dans la plupart des jeux, on atteint péniblement les 60 FPS en médium, voire élevé, et dans l'ensemble, on s'approche en fait à peu près au niveau de performance des APU d'AMD avec uniquement la partie graphique intégrée. Donc c'est pas spécialement glorieux. Alors après, c'est des toutes petites puces pour PC portable qui ne consomment vraiment pas beaucoup d'énergie, on est d'accord. Le modèle pour PC de bureau de cette même puce devrait être plus performante. Et ici, on nous parle pour l'instant, pour le A350M, qui est la puce légèrement castrée de celle-ci, offrirait des performances d'une 1650 Max-Q dans les benchmarks, ce qui est honorable sans plus. Par contre, au niveau des extrapolations qui ont été faites au niveau des performances, de ce à quoi on pourrait s'attendre pour les puces
un petit peu plus costaud pour PC de bureau. Par exemple, la plus petite puce de chez Intel, dans sa configuration complète, pourrait donner des performances similaires à celles d'une RX 590, 6500 XT, enfin les 1650-60 chez Nvidia. Alors, je sais, c'est pas un niveau de performance incroyable, par contre, ça peut servir, surtout si le prix est attractif. Donc bon, un niveau de performance sur PC de bureau avoisinant celui de la 6500 XT, sans les plus gros défauts de la 6500 XT, à savoir le PCI Express limité à 4 lignes 4.0, apparemment ici chez Intel ce sera du 4.0, 8 lignes, hein, sur un bus 96 bits au lieu de 64 bits, ce qui devrait améliorer grandement les performances, et aussi 6 Go de RAM et non pas 4, qui devrait donner une carte graphique bas de gamme beaucoup plus équilibrée que la 6500 XT d'AMD. Faudrait très certainement que ça dépasse pas vraiment beaucoup les 150 balles, ça ferait très certainement très mal à AMD avec sa 6500 XT qui devrait coûter moins cher de toute façon, mais ce serait au moins une compétition sérieuse pour le très bas de gamme chez AMD comme chez Nvidia en fait. Mais bon, là dans l'état, pour le PC portable, bon c'est sympatoche mais c'est clairement pas foufou, hein. On voit ici qu'au niveau des perfs, encore une fois 1080p, Medium High, on atteint parfois 100 FPS et plus sur certains jeux. Ce qui me fait un petit peu rire, c'est qu'ils n'ont pas mis les chiffres de performance du Iris Xi par rapport à ces nouvelles puces, puisque ici par exemple ce serait pas vraiment hyper flatteur sur Rocket League par exemple. Par contre, le point le plus fort à mon sens de ces futurs GPU Intel, même sur les plus petits GPU, et bien c'est la partie média. La partie média par contre est quand même assez intéressante et un petit peu en avance par rapport à la concurrence sur certains points. Par exemple au niveau du décodage vidéo, on a tous les codecs qui vont bien, hein, même le Heavy One. Pour rappel, par exemple sur la 6500 XT, on n'a pas le décodage de vidéo complet. On n'a pas l'Heavy One par exemple, et en plus de ça on a l'encodage puisqu'il est absent complètement sur la 6500 XT, et même sur les plus petites puces chez Intel on aura l'encodage VP9, AVC, HEVC et l'Heavy One, et l'Heavy One on sait que c'est un petit peu le futur au niveau encodage. Pour l'instant c'est les seuls GPU qui auront l'encodage matériel hardware de l'Heavy One intégré sur un GPU. Alors après, l'Heavy One c'est encore assez émergent, même si c'est disponible par exemple sur YouTube quand on change certains settings dans l'application, on peut déjà accéder au décodage Heavy One sur certaines vidéos. Ça commence à être déployé tout doucement, là je dirais que c'est plutôt le hardware qui est en retard sur le software. En gros, le Heavy One ça va permettre normalement d'avoir une qualité meilleure, par exemple en streaming. L'Heavy One permettrait par exemple à bitrate similaire d'avoir une qualité d'image bien meilleure que le X264 actuel. Donc bon, il faut espérer qu'à un moment ou un autre Twitch mette ça à jour, ce sera peut-être pas pour tout de suite. Là Intel ce sont les premiers à arriver avec ça, très certainement plus intéressant pour les créateurs de contenu qui en ont l'utilité. Pour un usage streaming, c'est pas encore pour tout de suite. Intel nous a aussi présenté plusieurs syncs. Alors vous connaissez FreeSync, G-Sync, on aura bien l'Adaptive Sync qui est le nom générique de la technologie, donc ça devrait être compatible FreeSync en toute logique. On a aussi le Speed Sync qui est un petit peu la même chose que le Fast Sync chez Nvidia et le Enhanced Sync chez AMD, même délire. Et le Smooth Sync qui est un nouveau truc, ça a un petit peu un nom de boisson, c'est pas un smoothie, c'est le Smooth Sync. Ce que j'en comprends, c'est que quand on a la V-Sync de désactiver et qu'on active le Smooth Sync, ça essaye de gommer un petit peu le déchirement de l'image en fait, en utilisant un petit peu de blur et des sortes de filtres pour que ce soit moins apparent. Bon alors il faudra vraiment voir ce que ça donne à l'utilisation. Pour l'instant c'est un petit peu... je suis un petit peu perplexe. Alors Intel nous a aussi montré son Arc Control, ce qui est grosso modo un équivalent du GeForce Experience, donc ce serait quelque chose à installer en plus des drivers, ce qui est là une approche un petit peu similaire à ce que fait Nvidia, là où AMD c'est un petit peu du tout en un. Bon alors c'est pas gênant outre mesure, ce qui est intéressant ici par contre, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir à se loguer sur le programme comme ce qui se passe avec le GeForce Experience. Personnellement, le GeForce Experience, j'aime pas du tout le fait de devoir s'inscrire pour pouvoir l'utiliser, et c'est pour ça que je l'utilise pas, j'ai pas envie qu'on m'espionne encore plus que ce qu'on m'espionne déjà. On aura aussi un overlay niveau performance, on aura aussi un contrôle au niveau de tout ce qui est overclocking directement sur cette application, et ça je trouve que c'est plutôt bien. C'est déjà ce qui se passe chez AMD dans les drivers AMD. J'aimerais bien aussi qu'NVIDIA, un de ces quatre,
contre intègre directement la gestion de l'overclocking sur le GeForce Experience, où on peut peut-être rêver un jour peut-être mettre à jour ces drivers et ce panneau de configuration des drivers qui date d'un autre âge, qu'en même temps qu'NVIDIA fasse quelque chose à ce sujet-là. Intéressant également, c'est que ça contiendrait aussi la partie studio, puisque chez NVIDIA, par exemple, le NVIDIA Broadcast, c'est un programme encore à part du GeForce Experience et des drivers. Je veux dire, NVIDIA, faudrait peut-être penser un de ces quatre à mettre tout en un, ce serait sympathique aussi. Alors, si vous êtes streamer, chez NVIDIA, il faut télécharger les drivers, le GeForce Experience si vous l'utilisez, le broadcast, et en plus de ça, chez NVIDIA, vous devez en plus installer des trucs du style Afterburner pour faire du monitoring. Là aussi, encore une fois, on aimerait bien que ce soit aussi intégré dans les drivers directement, plutôt que de devoir aller chercher plein de programmes différents pour faire la même chose que les concurrents qui regroupent tout dans un seul package maintenant. Donc bref, chez Intel, le Arc Control du Creator Studio, alors apparemment on pourra streamer à partir de là, faudra voir ce que ça donne. Ça permet aussi de capturer son gameplay, un petit peu à l'instar de Shadowplay ou de Relive chez AMD. On pourrait aussi apparemment utiliser des effets similaires à ce que propose NVIDIA avec Broadcast, à savoir rajouter du flou derrière soi, enlever complètement ce qui se passe derrière pour faire un fond vert virtuel, enfin bref, le même type de truc, l'autoframe, quand on bouge, la caméra suit avec. Bon là apparemment on n'aurait pas le traitement audio, qui est une des grandes forces, à mon avis, de ce que propose NVIDIA actuellement. Le RTX Voice, c'est vraiment une feature très bonne. Et j'espère vraiment qu'un de ces quatre, que ce soit AMD ou Intel, arrive avec quelque chose de similaire au RTX Voice, ce serait bien aussi. Alors Intel nous a aussi montré une carte à édition limitée de Arc, très certainement la plus grosse puce pour PC de bureau, qui a un design assez différent de ce qu'on avait vu jusqu'ici. Bon alors c'est une édition limitée, alors c'est mignon, mais on aimerait bien déjà avoir l'édition normale, l'édition limitée. Bon, on s'en fout un petit peu. Bon, alors après, le design, je trouve pas ça moche, même si ça fait un petit peu plancha ou plaque de cuisson, mais je trouve pas ça moche non plus. Sinon, au niveau des features que j'ai trouvé particulièrement intéressantes aussi, Intel a mis pas mal l'accent sur le Deep Link. Le Deep Link, en gros, ça permet de surtout coupler les performances du processeur avec le GPU quand on a un système entier Intel. Alors, il y aura très certainement quelque chose qui permettra d'accélérer, de donner des meilleures performances en jeu quand on a un système global Intel, ça devrait très certainement arriver à un moment ou à un autre. Donc ici, on nous a parlé du Dynamic Power Share, alors ça c'est un petit peu ce qui existe déjà chez AMD. En gros, on utilise soit la puce intégrée, soit la puce externe au niveau GPU, selon ce qui se passe, ça essaye d'économiser de l'énergie. Par contre, ce qui me paraît le plus intéressant, c'est le Hyper-Encode et le Hyper-Compute. Donc le Hyper-Encode, je vous le donne en mille, ça permet d'utiliser l'encodeur déjà présent sur la partie graphique des processeurs Intel, en tandem avec, du coup, l'encodeur des GPU Intel, et ça permet, bien évidemment, d'accélérer l'encodage et aussi l'utilisation dans les programmes, puisque pour l'instant AMD ne fait rien de tout ça, donc c'est là encore une fois une petite avancée de la part d'Intel sur le sujet, et pour les créateurs de contenu ça peut être là aussi encore une fois un bel avantage au niveau vitesse, au niveau applicatif, principalement dans le traitement vidéo, c'est quelque chose de plutôt bienvenu. Et très clairement, ça donne encore une fois un avantage à une plateforme complète chez Intel, et je pense que pour certains créateurs, ça peut être un argument quand même assez significatif, c'est très certainement bien plus intéressant du coup d'utiliser l'encodeur d'Intel avec un processeur Intel que par exemple coupler un processeur Intel avec une carte graphique d'AMD ou d'NVIDIA qui ne pourrait pas utiliser toute cette nouvelle fonction. Pareil au niveau de l'hypercompute, coupler le processeur et également la puissance du GPU et du GPU intégré pour accélérer les tâches au niveau du machine learning. Bon, faut voir encore une fois ce que ça donnera dans la réalité, mais Intel nous promet des gains assez intéressants en utilisant du coup le couple GPU intégré et GPU externe. Donc très clairement, autant au niveau gaming pour l'instant c'est pas hyper intéressant, mais au niveau création de contenu, déjà là tout de suite ces nouveaux GPU Intel peuvent proposer quelque chose d'intéressant par rapport à la concurrence, et c'est très certainement la plus grande force de cette nouvelle gamme de GPU pour l'instant. Alors le point qui fâche maintenant, le XeSS. Le XeSS on connaît, on savait jusqu'ici que le XeSS ça devait fonctionner mieux sur les GPU Intel en utilisant
un petit peu les Tensor Core d'Intel, et on savait aussi que normalement le XeSS pouvait aussi fonctionner d'une façon différente pour pouvoir fonctionner sur quasiment tous les GPU récents qui ont le jeu d'instruction DP4A, qui permet certes de faire les mêmes calculs, mais moins rapidement que sur les Tensor Core ou les Matrix Core de chez Intel. Donc bon, Intel nous a présenté la liste de jeux qui vont inclure le XeSS. Il y a quelques titres intéressants dans le lot, principalement parce qu'ils vont inclure quasiment toutes les technologies d'un coup. Par exemple, Ghostwire Tokyo, on sait qu'il a le DLSS, il aura le FSR 1.0, 2.0 et également le XeSS. Donc on risque très certainement d'entendre parler de Ghostwire Tokyo un petit peu plus souvent quand on va faire des comparatifs de qualité d'image avec toutes ces différentes technologies. Mais ce qui fâche dans l'histoire, eh bien, c'est qu'Intel a apparemment choisi dans un premier temps, alors je ne sais pas s'il y a une raison technique ou pas, mais dans un premier temps, bien, le XeSS sera fermé uniquement au GPU d'Intel, ce qui est une décision complètement incompréhensible en ce qui me concerne, parce que Intel est un nouvel entrant sur le marché, il n'y aura pas grand monde qui aura un GPU Intel, et donc lancer une technologie qui a déjà des concurrents bien implémentés sur le marché, donc le DLSS, sans surprise, c'est très majoritaire pour tous ceux qui ont une carte Nvidia. Ceux qui ont une carte AMD, ben, on a déjà le FSR 1.0, le FSR 2.0 devrait arriver à peu près en même temps que ce XeSS, et le gros avantage du FSR 2.0, eh bien, c'est que lui va fonctionner avec quasiment tous les GPU disponibles sur le marché. Pourquoi fermer ce XeSS uniquement au GPU Intel dans un premier temps? Enfin, ça devrait arriver complètement ouvert et disponible pour les autres fabricants de GPU aussi, puisque s'ils veulent vraiment imposer cette nouvelle technologie, qui a l'air tout à fait correcte, ça me paraît quand même mal barré, hein, vu que le FSR 2.0 sera là aussi en même temps, là c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied. Donc bon, à part si la qualité d'image est largement supérieure au FSR 2.0, du coup le XeSS risque d'être un petit peu mort-né, c'est un petit peu dommage. Bon alors après, à n'en pas douter, hein, c'est très certainement pour ça qu'AMD se dépêche de sortir son FSR 2.0 le plus possible. Faut aussi couper l'herbe sous le pied du XeSS d'Intel. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, hein, cette sortie des GPU Intel. Alors il y a du bon, il y a du moins bon, et il y a du assez étrange, surtout au niveau de la date de sortie des plus grosses puces pour PC de bureau. Ça arrive quand même super tard, ça arrive très certainement un petit peu trop tard, mais c'est le tarif qui dictera l'intérêt ou pas de ces nouveaux GPU. J'ai envie de dire qu'Intel est un petit peu condamné à nous sortir quelque chose de vraiment pas cher, s'ils veulent s'imposer au moment où les autres vont arriver avec une nouvelle génération. Ça va être quand même compliqué. Ils ont raté la fenêtre de tir royale qui leur était offerte, je dirais, pendant la pénurie, ou la fin de la pénurie. Si c'était sorti novembre-décembre de l'année dernière, ça aurait été absolument magique pour Intel, ils auraient pu tout écouler. Même si Intel a annoncé avoir fabriqué 4 millions de GPU sur cette année, 4 millions, en réalité c'est pas énorme. Au niveau approvisionnement global, c'est quelques pourcents. Enfin, c'est pas grand chose par rapport à ce que font les concurrents. Donc bref, on reste un petit peu sur notre faim au niveau des GPU Intel, on attend d'en savoir plus encore. Et avant de finir cette vidéo, on parle de GPU chinois. Alors assez régulièrement on entend parler de nouvelles marques de GPU chinois qui veulent arriver sur le marché. Et bien c'est les nouveaux Moorthreads qui proposent un nouveau GPU apparemment qui fonctionne sur DirectX et qui est déjà apparemment fonctionnel sur League of Legends. Bon alors League of Legends c'est pas le jeu le plus gourmand du monde. Au niveau des performances, alors c'est clairement du plutôt bas de gamme pour l'instant, mais c'est quand même intéressant de voir ce qu'ils proposent. Bon alors il y a un petit peu de chinoiserie dans le délire, puisqu'apparemment cette nouvelle marque de GPU serait compatible DirectX, mais on voit aussi par exemple OpenCL, OpenGL, Vulkan et CUDA, le jeu d'instruction d'NVIDIA. Et bien apparemment ce serait surtout parce que le fondateur de cette boîte, apparemment, ce serait un ancien d'NVIDIA, donc c'est la Chine, ils savent comment ça fonctionne, eux ils s'en foutent un petit peu des brevets, ça a pas l'air de les déranger d'utiliser des technos propriétaires, donc apparemment ce serait compatible. Autre point intéressant, c'est qu'au niveau de l'encodage, on aurait aussi du AV1, comme sur les nouvelles puces d'Intel, ce qui serait là aussi un argument de vente en plus pour cette nouvelle marque de GPU. Alors après, on sait pas du tout si ça arrivera un jour ou l'autre dans d'autres pays que la Chine, même si ça paraît ce sera assez surprenant, surtout si ça embarque une compatibilité avec certaines technologies d'NVIDIA, ça me paraît compliqué de voir ça arriver en Europe ou aux États-Unis. Donc malgré tout, c'est intéressant, au niveau des specs, c'est pas si mal que ça pour une nouvelle entreprise. Après, je serais pas surpris qu'un jour ou l'autre, on voit débarquer des Chinois sur le marché des GPU, et ce serait peut-être pas une mauvaise chose, ça pourrait peut-être permettre de donner un petit coup de pied dans la situation actuelle qui reste assez bloquée, même si la Intel va aussi
potentiellement pouvoir donner un petit coup de pied de façon temporaire, très certainement, dans le statu quo, parce que bon, dernièrement, au niveau de la concurrence, au niveau des prix, c'était pas trop ça, hein, entre Nvidia et AMD. AMD se calait gentiment juste derrière les tarifs d'Nvidia, c'était plus vraiment la grosse concurrence ou le cassage de prix comme à une certaine époque. Enfin bref, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette actu GPU, principalement orienté Intel. J'espère qu'il y aura des infos intéressantes pour vous dans le lot. On se retrouve assez rapidement pour d'autres vidéos. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, à faire les trucs casse-couilles de YouTube, vous savez quoi. On se retrouve rapidement, à la prochaine, salut.